Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous technique quotidien, le Cannes Prime Time. Chaque soir à 19h, nous mettrons en lumière les talents des techniques qui font briller les films de la sélection officielle du Festival de Cannes. C'est le 3e jour de la compétition officielle et vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur la FM DAB+, Ciné, Musique, Radio. Au programme, décryptage technique, interviews de professionnels et présentation des candidats et candidates aux 2 prix de la CST. Nos invités du jour, on commence par vous, Guillaume Desfontaines. Vous êtes le directeur de la photographie d'un des films qui a monté les marches hier, Histoire parallèle. Anne Pouliquin, bonjour. Vous êtes la fondatrice et la directrice de Futura Cinéma. Ilan Ferry, journaliste cinéma, et Nadia Jandot, bienvenue également, coordinatrice d'intimité. Vous êtes tout jeune certifié. Tout à fait. Et maintenant, on remonte les marches. Hier soir étaient présentés 2 films, Histoire parallèle d'Ashghar Farhadi et Sutherland de Pawel Pawlikowski. Ilan, il me semble que vous avez vu les 2. Tout à fait. Et on peut dire que la compétition a commencé hier de manière piano. C'est un peu un terme qui sied parfaitement, je trouve, à Sutherland, qui suit le périple d'un auteur, Thomas Mann, et de sa fille dans l'Allemagne d'après-guerre, donc en 1946, alors qu'il est attendu pour un grand colloque afin d'incarner le visage de cette nouvelle Allemagne. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il parle du deuil. Parle du deuil, peut-on faire le deuil à la fois de ses idéaux, peut-on faire le deuil au niveau idéologique, mais aussi au niveau intime, et tout ça est encapsulé dans une espèce de noir et blanc sublime qui faisait déjà merveille dans le Cold War et qui là prend une dimension encore plus intimiste et encore plus belle, je dirais même sublimée par les paysages de cette Allemagne meurtrie, détruite d'après la guerre. Et je trouve que c'est un film qui résonne beaucoup aussi avec l'actualité, avec l'idée de ruine, de déconstruction, de reconstruction aussi qui est nécessaire à tous les niveaux. Et je trouve que voilà, pour une compétition, pour une sélection, ça a commencé très bien. Et vous avez vu également le second film, Histoire parallèle, d'un grand habitué du Festival de Cannes, Farhadi. Oui, ça c'était vraiment l'événement d'hier, c'était Histoire parallèle, donc le nouveau film d'Asghar Farhadi, qui lui pourrait être considéré en fait comme un film. Alors au-delà on va dire des accents très hitchcockiens, des références très hitchcockiennes, parce qu'on pense beaucoup à la fois à Sueur froide, à Fenêtre sur cour, bien entendu, c'est aussi un film sur comment la fiction contamine la réalité. Généralement, c'est plutôt l'inverse, c'est comment la réalité contamine la fiction à travers la littérature. Là, c'est tout l'inverse. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est comment on établit, quel regard on a sur l'idée de narration. Elle se situe à la fois au niveau du montage, qui est un très beau travail de montage, puisqu'il floute vraiment cette frontière entre la fiction et la réalité, jusqu'à presque n'en faire qu'un, mêler les deux de manière extrêmement douce. Mais aussi, je dirais aussi le son, puisque c'est aussi un des leitmotifs du film, puisque certains personnages du film travaillent dans les bruitages. Et donc il y a l'idée de comment on fabrique une histoire, à la fois par l'écrit, mais aussi par le son. C'est un film sur la subjectivité. Et ça, j'ai trouvé que c'était amené par tous ces éléments de manière extrêmement subtile. Puis il y a la photo de Guillaume que j'ai trouvé très belle et qui a réussi à sublimer à la fois tous ces acteurs, parce qu'on a un très beau panel d'acteurs, et puis cette architecture parisienne qui, là, est vue d'un autre point de vue qui, je trouve, est contraste, si je puis me permettre, avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, la manière aussi d'aborder cette architecture, elle a tout en verticalité. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est donc un film à la fois intimiste et à la fois un film choral. Hein. Vous l'avez rappelé, il y a un casting composé de quasiment toutes les têtes d'affiche du cinéma français. Ah oui, là on sent qu'Asghar Farhadi s'est fait plaisir. On a Virginie Efira, on a Pierre Ninet, on a Vincent Cassel, on a même Catherine Deneuve dans un rôle assez croustillant. Et oui, c'est un regard à la fois
proche et lointain sur ce qu'est la France aujourd'hui, à travers son cinéma, à travers ses figures les plus emblématiques, et aussi ce qui fait l'héritage de la France, son héritage littéraire, et comment, encore une fois, on raconte cette histoire, par l'image, par l'écriture, par ce qu'on entend. Et je trouve que voilà, il y a cette mise en valeur assez chorale, je trouve que c'est un très bon terme, et qui donne au film toute sa spécificité. Je trouve que le terme histoire parallèle peut marcher à différents niveaux, et c'est ce qui le rend extrêmement, je vais dire, délectable. C'est un film qui avait été au départ pensé pour être fait en Amérique. Guillaume, vous considérez aussi que le scénario va s'inscrire dans une tradition littéraire française et il va devenir vraiment un film français malgré le cinéaste iranien? C'est vrai qu'il y a un mélange de nationalités dans le film. C'est vrai que le film vient des États-Unis. En fait, c'est quand Asghar est arrivé à Paris, quand il est rentré en contact avec nous, en tout cas, pour la préparation du film, il m'a envoyé des photos de référence qui étaient ses premiers travaux de repérage, de préparation du film, qui étaient des photos de Manhattan, hein, de New York, où le film était censé se dérouler, et où, clairement, dans toutes les photos qu'il m'a montrées, on ne reconnaissait pas du tout Manhattan. C'était assez troublant. On avait l'impression d'être dans une ville, une mégapole, mais très difficile de savoir où on se situait, en fait. Et quand bien même on sait que voilà, c'est les États-Unis, il y avait vraiment une volonté de sa part d'avoir un point de vue très particulier sur l'urbain, sur la ville. Et c'est ce que j'ai retrouvé après en arrivant à Paris, où très rapidement, dans ses repérages, la façon dont il cherchait à montrer la ville et la France, en particulier la culture française, voilà, il cherchait vraiment à avoir un regard qui soit surtout pas celui d'une sorte de tourisme un peu comme ça, de dépaysement. Il voulait s'inscrire vraiment dans la réalité d'un vrai quartier parisien, de cette vue qu'on a nous-mêmes en tant que Parisiens. Donc, un quartier de théâtre en plus, si je ne me trompe pas, on n'est pas loin de la Porte Saint-Martin. Oui, c'est vrai, on est en face du théâtre Saint-Martin. En fait, Asghar est un grand marcheur. Il a traversé Paris de long en large pendant toute la préparation. Et il partait le matin, il marchait beaucoup. Je crois qu'il a une connaissance de Paris qui est assez difficile à soupçonner. Du coup, je pense qu'il avait vraiment une vision de tous les quartiers. Il savait très très bien où nous emmener pour voir tel type d'endroit, où il allait envie d'inscrire son histoire, à la fois pour des raisons dramatiques, de dramaturgie, et à la fois parce qu'il voulait l'inscrire effectivement dans cette veine un peu littéraire, en hommage à Simenon, enfin voilà, tout ce dont parle le film. On voit beaucoup l'influence d'Hitchcock aussi, comme le rappelait Ilan. Comment, au moment des repérages, vous avez choisi les lieux de tournage et notamment les vues des appartements qui donnent sur les appartements d'en face? La référence à Hitchcock, elle est très personnelle. Je ne suis pas sûr qu'elle convienne forcément à Asghar dès le départ, mais Ski. Oui, voilà, c'est clairement la direction de Kieslowski ou éventuellement de Monsieur Hir, par exemple, dont il parle dans le film. Mais en fait, le repérage du film, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il voulait vraiment inscrire le film dans la réalité. Donc il n'y avait pas question de faire du studio, d'essayer de reconstruire les choses. Il voulait vraiment ancrer dans la réalité le film. Il avait des références assez récentes, comme par exemple l'histoire de Souleymane, voilà, qui est ce genre d'esprit parisien, la ville telle qu'elle est montrée dans ces nuits-là. Et donc il a un peu cherché dans ces quartiers-là. Et après, il y avait vraiment une donnée très importante qui était la question du vis-à-vis. Que ce soit pas trop loin, mais quand même suffisamment pour qu'on ait besoin d'utiliser un télescope pour voir la vie des gens en face. Donc ça pouvait pas être une simple rue, il fallait que ce soit au moins un boulevard, une avenue, un canal, une place. Donc on a vu nombre de places, nombre de canals. La Seine, c'était un peu large. Et finalement, il a trouvé cet endroit-là où je crois qu'il y avait beaucoup de souvenirs pour lui sur ce quartier. Parce que c'est comme il a déjà tourné à Paris le passé, il avait un vécu sur ce quartier-là. Et je pense que il tenait à cœur d'aller dans cet endroit-là qui est effectivement assez cinématographique, de par sa géographie, comme ça, des escaliers, qui est à la fois traversant et en même temps ne l'est pas vraiment. En quelle langue vous parliez ensemble? Asghar parle anglais. Vous parliez anglais ensemble? On parlait anglais essentiellement, mais il a une interprète qui est une femme extraordinaire qui s'appelle Massoumeh, qui donc traduit aussi le farsi. Et je pense que Asghar a souvent recours à cette
cette petite transposition, ça l'aide beaucoup en fait, de revenir au farsi, d'avoir cette aide avec lui. Elle a une présence qui n'est pas juste de traduire, elle amène vraiment quelque chose dans la façon de présenter les choses, humainement, c'est très important. Et au niveau, quand vous avez commencé ce travail de préparation, donc il y a 2 histoires, une histoire réelle et une histoire imaginée. Est-ce que au niveau du traitement de l'image et notamment de la couleur et des décors, vous avez créé une distinction entre les deux dès le moment de la préparation? Comment vous avez abordé cet aspect-là du film? En fait, c'est présent dès le scénario. C'est dans le scénario qu'effectivement, on a ces différents degrés de narration. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a 2 essentiels, mais il y a aussi des flashbacks, il y a des visions imaginaires, il y a des flashbacks qui sont imaginaires. Enfin, il y a vraiment toute une déclinaison comme ça qui apparaît dans le scénario sous forme de couleurs. Donc, il y a différentes teintes de couleurs dans le scénario qui sont apparues très vite. Et Asghar avait à cœur de sentir ces différences à l'image. Et donc très rapidement, on s'est posé la question de savoir comment passer d'un monde à l'autre sans que ce soit des effets visuels trop marqués. Et voilà, donc moi je suis parti assez vite sur des tests, sur des essais. Et parallèlement à ça, Asghar m'a demandé de faire des recherches justement de texture d'image sur des films existants plus ou moins récents, des vieux films, des films plus récents, de ce qui peut se faire en termes de texture. Donc j'ai fait aussi j'ai recoupé avec ce qu'on fait actuellement, aussi d'un point de vue numérique, pour savoir comment est-ce qu'on peut changer, modifier la texture de l'image. Donc on avait, je sais pas, par exemple, le film de Walter Salles, I'm Still Here, il y a vraiment une évolution de la texture de l'image tout au long du film. Si on commence dans les années 70, on termine dans les années 2000, ça l'intéressait beaucoup. Il m'a demandé d'essayer d'examiner ce genre de changement, d'évolution dans l'image. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi Après, il y avait des films plus spécifiques dont la texture l'intéressait spécifiquement pour la réalité ou au contraire pour la fiction. Et donc moi, assez rapidement, j'ai lancé des tests. On a fait une projection de ces films aussi. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés au Max Linder. C'est la première fois où j'ai eu l'occasion de rencontrer Asghar Farhadi. C'était pour lui présenter les quelques films dont on avait parlé ensemble par Zoom, puisqu'il habite à Téhéran. Et donc on avait essentiellement échangé. Il y avait aussi par exemple le film de Julien Colonna, Un Royaume, Le Royaume, qui avait vraiment une texture aussi très intéressante et qui nous a permis voilà, en tout cas bien étayer nos arguments. Et j'avoue que cette rencontre, elle était extraordinaire, quoi. Voilà, parce que c'est quand même quelqu'un savait exactement ce qu'il voulait. Donc, tout ce que je lui ai présenté, grosso modo, ça fonctionnait pas très bien. La technologie moderne pour justement amener des variations de texture, il n'était pas très satisfait de ça. Il m'a demandé de faire vraiment, franchement, un pas en arrière, d'aller chercher des anciennes techniques qu'on n'utilise plus trop, parce que c'est vrai que ces 10 dernières années, en fait, on a énormément évolué au niveau technique, sur les espaces colorimétriques, sur la définition de l'image, et on s'en est rendu compte, notamment en revoyant un film que j'avais fait, un film de Bruno Dumont, Maloute, où en revoyant les images de ce film-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait eu vraiment une grande différence. En fait, il y a une grande différence avec les images d'aujourd'hui, même si on a ces apports de texture et d'espace colorimétrique. Donc on a fait un pas en arrière pour revenir sur ces questions-là. Qui est présent à cette projection? Est-ce que par exemple l'équipe décoration est déjà impliquée à ce moment-là? Vous venez avec votre ou étalonneur ou étalonneuse? Non, pour l'instant ça reste vraiment non, là on était tous les deux. Il y avait son interprète, évidemment Massoumé, qui est toujours là, son assistant personnel qui est toujours avec lui, Yasser, qui est toujours là. Et non, c'était vraiment uniquement nous deux. Il avait commencé déjà un travail parallèle avec Emmanuel Duplay pour la décoration. Il avait commencé aussi un travail avec Khadija pour les costumes. Mais disons pour l'instant, à ce moment-là de la préparation, c'était vraiment des travaux différents qu'il avait commencé à faire. Après, tout le monde s'est coordonné. Il y a eu un grand travail pour coordonner tout le monde. Et on a vraiment travaillé main dans la main avec le décor et les costumes. Au niveau du montage, est-ce que vous avez collaboré avec, dès le moment de la préparation, de savoir un petit peu comment vous alliez, comment les plans allaient être montés après entre eux au moment de la post-production? Absolument. Ça, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. En fait, Asghar, il tenait à faire des répétitions. Il répète beaucoup, en fait.
Et donc avant le tournage, il a mis en place sur les décors du film un dispositif de mise en scène avec d'autres acteurs, parce que les acteurs du film n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là, donc il a pris de jeunes acteurs, des modèles, et on a fait une vraie répétition filmée de toutes les scènes du film sur les décors principaux. Donc moi j'étais autonome, j'avais un dispositif grâce à TSF qui m'avait permis d'être complètement autonome au niveau de la prise de vue pour simuler des prises de vue à l'épaule qui correspondaient à une certaine écriture ou du steadicam pour un autre type d'écriture. Donc j'avais à la fois un dispositif d'épaule ou un Ronin 4D pour simuler le steadicam. Et en comité très restreint avec ces jeunes acteurs, il a mis en place toutes les scènes du film que l'on a filmées en plan séquence, sur un système de découpage qu'on avait déjà commencé à voir ensemble sur table, mais qu'il a confronté donc à une réalité de mise en scène sur le plateau, en vue d'un montage. Et donc en fait, il a fait une vraie maquette du film avant le tournage. Donc ça m'a permis à moi de me rendre compte qu'en fait, des plans qui étaient des masters, qui duraient plus d'1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes de prise de vue, enchaînés, qui en fait étaient tronçonnés par moment qu'il avait choisi en fonction du rythme, du jeu. Et donc c'était très important d'avoir une notion du montage en dehors du découpage, voilà, qui était donc présente sur le tournage à ce moment-là. Et c'est une maquette du film qu'il a utilisée pendant tout le tournage. Elle était là comme une sorte comme un storyboard, sauf que c'est un storyboard en live. Et donc ça, on y a consacré pratiquement 3 semaines. C'est un petit tournage dans le film où pendant 3 semaines, Joseph Rapp, son premier assistant, moi-même, les quelques comédiens qui donc interprétaient les rôles principaux, on s'est consacré à ce travail-là de manière totale. Il y avait aussi l'équipe de la décoration, des costumes, ou vraiment c'était juste vous, Farhadi, et les acteurs? La décoration, en fait, elle avait prévu cette étape-là en fournissant à Asghar, outre les lieux proprement dits, c'est-à-dire une géographie réelle de l'espace, quelques meubles en carton. Non, on était vraiment à une étape on était vraiment sur l'ébauche. Donc on avait un pauvre canapé qui était à peu près à l'endroit, à peu près de la taille. Donc il n'y avait pas vraiment d'éléments de direction artistique à ce moment-là. C'était vraiment un travail très théorique sur le découpage, sur le montage et sur la manière de filmer. La coordination avec les décors, elle est venue juste après ça. Et est-ce que avec donc tous ces différents moments de la narration, où il y avait un travail qui était parfois spécifique entre les temps du film, il y a eu après un travail à l'étalonnage pour essayer de faire en sorte que tout soit un peu sur les mêmes teintes, ou alors là aussi à l'étalonnage il y a eu une volonté en concertation avec Farhadi de créer des teintes un peu différentes entre les différents moments. Ouais, c'est marrant parce qu'au tout début de la préparation, Asghar m'a dit en confidence que l'étalonnage, il allait probablement très peu être là. Alors qu'en fait, l'étalonnage, c'est vraiment son affaire en fait. Il est très très précis, c'est exactement ce qu'il veut. Et l'étalonnage, il a commencé en préparation en fait. On a fait l'étalonnage final du film, il a été fait de manière très rapide. On a eu 2 semaines d'étalonnage. Après, on a eu quelques petites rustines qui sont arrivées au fur et à mesure de certains plans qui ont tardé à venir au niveau de la conformation. Mais la phase de l'étalonnage du film, en fait, elle s'est faite avant le tournage. Donc tout le travail avec Richard Deuzy et Asghar Farhadi s'est fait pendant la préparation, où en faisant de moultes essais, des essais filmés avec les différents types de caméras, chez TSF, sur les décors, lors des premiers essais HMC, les deuxièmes essais HMC, qu'on a fait en premier avec Isabelle Huppert, puis après avec Virginie Efira et Vincent Cassel. En fait, on a eu 2 phases d'essais aussi, et à chacune de ces étapes-là, on a fait un travail très approfondi sur l'étalonnage, qui nous a permis de partir sur le film avec un ensemble de luttes qui en fait ont été qui étaient vraiment la référence de l'étalonnage du film. Et ça a été appliqué au montage, c'était appliqué au moment du tournage. Au plateau même? Au plateau, absolument. On avait des versions plateau de ces luttes et des versions au rush. Et en fait, ça a été immuable. À partir de là, très peu de choses ont bougé, tout était en place.
Et Asghar a gardé ces références-là au montage, les a tenues à l'étalonnage final également. Et donc, ce qui nous a permis d'aller assez vite sur l'étalonnage final avec Richard Deuzy, parce que tout était déjà en place. Guillaume, dans le film, il y a aussi une technicienne qui est un des... je vais reprendre. Je recommence. Waouh. On est hors du film. Je peux recommencer. Guillaume, dans le film, on suit des personnages dans un studio de bruitage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce studio a été reconstitué ? Alors oui, c'est vraiment une partie du film. On en parlait tout à l'heure sur le travail avec la décoration. Je pense qu'il y a eu vraiment un travail de coordination fait par Asghar Farhadi entre l'image et la construction des décors, parce qu'il tenait absolument à tourner sur des décors naturels au départ. Et ce décor particulièrement du studio de bruitage, qui dans l'histoire est plus ou moins dans un appartement en étage. Enfin, c'est une situation un peu particulière géographiquement parlant, c'est un peu incohérent même pratiquement techniquement parlant. Et donc il a fallu vraiment faire tout un travail à la fois très réaliste et en même temps de projection pour qu'on puisse rendre cet endroit crédible. Et ça, c'est tout un travail qui a été fait par Emmanuel Duplay et Asghar Farhadi ensemble pour arriver à inscrire ce décor dans un appartement qui n'était pas du tout prévu à cet effet-là. Et du coup, là, il y a eu vraiment un travail de coordination important parce que c'est très technique en fait. Il y a tout un dispositif de projection, il y a des écrans d'informatique, il y a une vraie table de mixage, il y a un écran de projection avec différents types de toiles, des espaces différents qui doivent être aménagés avec des problèmes de raccord. Enfin, il y a tout un dispositif technique qu'il a fallu installer avec l'aide de vrais bruiteurs qui étaient partenaires sur le film, qui ont suivi le tournage et qui nous ont constamment aidés dans les mises en place, sur les vrais gestes, sur toute la réalisation des bruitages. Et je trouve que vraiment, pour moi, c'était vraiment un exemple assez emblématique du film de coordination entre l'image et la décoration. Parce que tout était imbriqué l'un dans l'autre. Il n'y avait pas la lumière qui éclaire le décor ou quelque chose, c'est vraiment tout était imbriqué et tout a été pensé comme ça dès le départ par Emmanuel Duplay, Asghar Farhadi et moi-même. On a travaillé pendant plusieurs semaines ensemble à faire en sorte que la lumière soit dans le décor, que les écrans fonctionnent, que tout ça soit complètement praticable. Voilà, et ça, je pense que c'est vraiment une étape importante du film. Et vu d'en face en plus. Et vu, pardon ? Vu d'en face. Et vu d'en face et de derrière. Donc, pour la petite anecdote, on avait différents types de toiles d'écran, par exemple. Parce qu'Asghar était très exigeant sur le type d'image projetée. Il voulait vraiment une qualité de projection qui soit, contrairement à l'ensemble du film, où on est un petit peu sur quelque chose d'une nostalgie, un peu comme ça, à travers ce film d'époque des années 80, que ces images de documentaires soient vraiment de la dernière technologie et très très bonne qualité. Donc on a cherché à avoir un écran, une toile de projection la plus nette possible, avec un projecteur 4K, vraiment une image vraiment parfaite. Et de temps en temps, on changeait la toile pour avoir une vue à travers de l'autre côté de l'écran. Donc tout ça, c'est une question d'organisation, mais qui aussi recoupe cette idée de projeter une image vraiment la plus parfaite possible. Et qui se reflète aussi sur le personnage lui-même. Voilà. Nadia, vous êtes coordinatrice d'intimité. Il y a eu une coordinatrice d'intimité sur le film Histoire parallèle. Est-ce que Guillaume, vous savez quel a été son rôle dans le film ou Sans rien révéler de l'intrigue non plus. Oui, elle a été présente effectivement sur certains moments, à certains moments précis. Moi personnellement, comme je suis au plateau, je ne l'ai pas vu travailler en arrière. Je ne sais pas très bien comment ça s'est présenté, comment ils ont travaillé avec les acteurs pour certaines scènes du film. Mais elle était présente sur le plateau, évidemment. Elle était tout le temps là. Dès qu'il y avait des scènes un peu compliquées, elle était tout le temps là. Eh bien, nous allons passer à notre nouvelle rubrique cette année. Nous revenons sur les prix que la CST décerne à chaque festival à un technicien. Cette année, tous les films en compétition concourent à ce prix et c'est donc focus sur lauréat.
Au Festival de Cannes de 1958, la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, attribue le Grand Prix technique au film Mon oncle de Jacques Tati. Le cinéaste exploite de manière novatrice plusieurs techniques au service de la comédie et de la satire. La place du son notamment est très importante et comme les couleurs, elle participe au discours du film. Par exemple, la villa moderne, avec ses bruits mécaniques amplifiés et ses couleurs froides, s'oppose au vieux quartier rempli de sons naturels et de tons chauds. Le cinéaste se moque ainsi de la modernité. Le décor de la villa devient le support de gags visuels qui, tout en faisant sourire, soulignent l'aliénation de l'individu face à un monde artificiel. Quant au bruit, ils deviennent de véritables éléments comiques. Claquements de portes, mécanismes, pas sur le gravier. Le son est utilisé comme une partition. Cette recherche formelle annonce aussi les expérimentations encore plus ambitieuses de Jacques Tati dans Playtime et son humour visuel continuera d'influencer de nombreuses comédies jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes toujours en direct sur notre chaîne YouTube et sur la radio Ciné Musique Radio. Et tout de suite, c'est place à la parole de la CST. Aujourd'hui, pour parler des sujets qui sont des sujets brûlants au sein de la CST, déjà, nous allons nous tourner vers vous, Nadia. Nadia, vous êtes fraîchement devenue officiellement coordinatrice d'intimité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une coordinatrice d'intimité ? Oui, je vais essayer. En tout cas, je fais partie de la première promotion des coordinatrices d'intimité certifiées en France. Voilà, jusqu'à maintenant, c'était pas encadré, ça n'existait pas vraiment, donc c'est un nouveau métier qui consiste à accompagner les scènes d'intimité au cinéma. Alors l'intimité, c'est très large, hein, il y en a un peu partout. Ça peut aller d'une scène de douche à une scène de transparence dans les vêtements, à bien sûr des scènes de sexe simulé. Il peut y avoir aussi de la violence, les scènes gynécologiques également, les scènes de morgue, enfin voilà, tout ce qui va avoir attrait à l'intimité. Et nous, on va accompagner ces scènes-là, faire un lien entre la mise en scène, les actrices et la production, de manière à ce que tout le monde travaille à la fois en sécurité et aussi dans le consentement de chacun, pour essayer de tendre vers la vision du metteur en scène le plus possible. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du métier. C'est une façon d'ouvrir de nouvelles possibilités, mais en faisant en sorte que tout le monde puisse travailler sereinement. Et comment avez-vous eu cette envie de vous former à ce nouveau métier de coordinatrice d'intimité ? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que ça vient au bout d'un parcours. Moi, je suis comédienne, j'ai réalisé des courts-métrages, je suis scénariste également. Je fais aussi de la mise en scène au théâtre, notamment sur des sujets un peu forts. Ces derniers temps, on m'a apporté des sujets comme le viol, que j'ai mis en scène au Théâtre du Rond-Point. J'ai rencontré beaucoup d'actrices pour trouver le personnage principal. C'était un monologue un peu puissant, un peu complexe à jouer. Donc j'ai entendu beaucoup de paroles, beaucoup d'actrices qui m'ont parlé. On a mis 18 mois en vrai pour trouver la comédienne, parce que le métier et les comédiennes ont été très impactés par les violences sexuelles. Et bon, bien sûr, moi je suis très au courant, très au fait de tout ça. Et je savais qu'aux États-Unis, depuis MeToo, ça fait à peu près donc 7 ans que la coordination d'intimité, 7-8 ans que la coordination d'intimité existe, qu'elle s'est professionnalisée. J'attendais vraiment que ça arrive chez nous. Je savais que ça allait venir. C'était un peu long. Donc j'étais quand même à l'affût de ça. Et j'avais, à ma manière, envie de participer un peu à l'évolution de cette zone un peu grise pour toutes les comédiennes qui arrivent et les comédiens aussi. Et c'est vrai que c'était l'occasion de pouvoir faire évoluer le métier vers quelque chose qui est plus sain. De manière à ce que ces scènes-là soient traitées comme les autres et que ça reste du travail, de toujours les ramener au travail en fait. On comprend qu'il y a un aspect un peu révolutionnaire, puisque on arrive dans un contexte effectivement de révélation, de crise. Comment vous êtes perçu quand vous arrivez sur un plateau ? Est-ce que votre présence est vue comme une intrusion dans la mise en scène ? Alors, je pense que ça fait partie des grandes différences culturelles entre les États-Unis et la France.
Nous, pour l'instant, alors moi je vais démarrer, je viens juste d'être certifiée, mais c'est vrai qu'on a eu des formatrices qui travaillent, elles, depuis longtemps, donc on a pu avoir quand même un écho de ce qui se passe dans le métier. Ça peut être compliqué parfois pour les réalisateurs français de se dire qu'on est là pour les accompagner. Et pas pour prendre une autre place que celle-ci. Et puis, il peut y avoir aussi une peur de la censure ou du flicage un peu des mœurs. Je crois que maintenant qu'on commence à s'installer, j'espère que tout le monde va se rendre compte vraiment des bénéfices qu'on peut apporter dans ce métier-là. Et vraiment, la coordination d'intimité, c'est l'inverse de la censure. Enfin, vraiment, c'est un accompagnement. Je crois qu'on a toutes, pour l'instant, on n'est que des femmes, mais ça va s'ouvrir certainement à d'autres. Mais on a toute envie vraiment d'accompagner cette vision du metteur en scène et pas du tout d'être un handicap, au contraire. Mais parfois, évidemment, il faut prendre en compte les comédiens qui sont au cœur de la machine, qui ont aussi eux-mêmes leurs histoires, qui ont envie d'accepter des choses et d'autres pas. Et c'est pas mal de faire un lien aussi. Ça permet à ce que le dialogue circule, la parole circule. Quand on communique mieux, on travaille mieux. Quand on anticipe, on va plus vite. Et si on va plus vite, on gagne de l'argent. La coordination d'intimité, ça rapporte de l'argent aux productions. J'espère que ce message va passer, en fait. On fait appel à vous. Alors, ça va être une demande de la part de la production, du réalisateur, ou est-ce que c'est une obligation aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas une obligation de prendre des coordinateurs d'intimité. En revanche, l'obligation pour les productions, elle est de proposer la coordination d'intimité aux comédiens quand le scénario le nécessite. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est à la demande des comédiens. C'est à la demande des comédiens sur proposition de la production. Donc voilà, ça laisse encore pareil une petite marge d'évolution pour que on fasse attention de ne pas faire porter le poids économique de la coordination d'intimité sur les actrices, parce que c'est des pressions qui existent, on va pas se le cacher, de dire j'ai pas beaucoup d'argent sur mon film, t'as pas besoin d'une coordinatrice d'intimité. Bon, voilà, ce serait bien que on n'en entende plus trop parler de ce genre de phrases et qu'on comprenne. Mais vraiment, je pense que c'est aussi parce que c'est nouveau et ça va se mettre en place, mais une scène d'intimité qui est bien préparée, vraiment, je vous assure que c'est du temps de gagner. Il y a quelques films français en compétition cette année qui font appel à des coordinatrices d'intimité. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution. Pio Marmaille, dans une interview récemment, suite à la projection de La Vénus électrice, parlait de la présence de cette coordinatrice d'intimité et comment ça lui a permis de mieux travailler. Est-ce que vous sentez que ça va dans ce sens-là de plus en plus dans la production française ? Oui, j'ai quand même l'impression que les actrices prennent conscience que c'est vraiment une bonne chose pour eux. Donc après, c'est super que Pio Marmaille prenne la parole. Enfin voilà, on a besoin aussi d'avoir des acteurs forts qui viennent aussi faire des retours d'expérience. Et on a aussi besoin d'accompagner tous les comédiens, parce que c'est vrai que dans les rapports de pouvoir ou les différences, si on a un comédien très connu avec une jeune comédienne en face qui, elle, est débutante, pour elle, ce sera plus compliqué de faire part de ses besoins en coordination d'intimité. Donc voilà, c'est aussi un appel à tous les acteurs qui sont déjà en place de faire appel à la coordination d'intimité pour eux, mais aussi pour leurs collègues comédiens. Donc vous venez d'être certifié, un nouveau cycle de formation va donc démarrer à la rentrée. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de mieux pour les nouveaux arrivants ? Beaucoup de travail. Déjà, beaucoup de scénarios, plein de scénarios super, avec plein de scènes d'intimité super. Parce que c'est ça, enfin moi je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire que ça devrait donner de la liberté aux scénaristes aussi. On est en train de comprendre qu'il ne faut plus écrire dans les scénarios « ils font l'amour » parce que ça ne veut rien dire, on a besoin de détails, on a besoin d'une vision. Après, c'est à nous aussi de venir questionner tout ça. Mais je pense que pour les scénaristes, peut-être que ça donne une légitimité aussi à développer davantage ces scènes-là, parce qu'on en parle, parce qu'on les fait exister différemment, parce qu'on les questionne. Est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce qu'elles sont nécessaires? C'est vachement intéressant de se poser ces questions, de ne pas les mettre de manière systématique.
et même pour les comédiens de se dire cette scène, elle est utile au film. Je pense que ils sont du coup ils sont mieux préparés à la jouer parce qu'elle a du sens. Donc en fait, pour une nouvelle promotion, je leur souhaite que nous, la première, on fasse bien notre travail, qu'on nous appelle beaucoup souvent, qu'on fasse plein de films, qu'on devienne très très bonne et que du coup, on donne une bonne image de ce métier. Merci Nadia. Il s'agit toujours d'avenir et de révolution, Anne Pouliquen. Nous l'avons dit, ça s'appelle le Futura Cinéma. Mais vous êtes plus en aval qu'en amont, si je ne me trompe pas. Vous êtes effectivement sur l'avenir de la salle de cinéma. Vous êtes incubateur itinérant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Tout à fait. Merci Mathieu. Merci de m'inviter dans l'émission. Je suis ravie d'être ici. Effectivement, Futura Cinéma, c'est un programme qu'on a fondé il y a un peu plus de 5 ans et dès le départ en partenariat avec la CST. Donc je vous remercie aussi pour cette collaboration toujours enrichissante. C'est difficile à résumer Futura Cinéma parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Mais les objectifs premiers étaient, en plein Covid, d'abord de stimuler l'innovation dans la salle de cinéma, notamment comment innover pour toucher, pour renouveler des publics. On venait d'un festival, nous, et de rencontres professionnelles, donc c'était tout à fait naturel aussi de réunir des gens et de les faire voyager. Donc on a créé ce programme où on va sélectionner des personnes ou des structures qui ont des idées de projet. On va sélectionner aussi des personnes ou des structures qui, sans porter de projet, ont des compétences croisées. Et on va les réunir et leur proposer de collaborer ensemble au développement de leurs projets d'outils ou de solutions. Il ne s'agit donc pas de projets de films ou de contenu, mais vraiment des outils, des solutions d'innovation technologique, sociale, architecturale, culturelle ou environnementale. Il s'agit donc aujourd'hui d'un projet européen. Vous les accompagnez sur 1 an et demi ? Alors, effectivement, au bout de 3 éditions et 23 projets accompagnés, on a décidé de passer à l'échelle européenne. Donc quand je dis qu'on les fait voyager, c'est qu'on monte des partenariats avec des festivals en Europe et les porteurs de projets et leurs co-créateurs, co-créatrices sont invités à passer 3 jours dans chaque festival du programme avec des experts qui les accompagnent sur leur projet. Cette année, on était au Festival du film fantastique de Strasbourg, on est allé au CIMIX à Vienne en Autriche, on était en mars au Pitch Dogs de Copenhague, on sera à Bruxelles en juin et on terminera cette partie au Filmfest de Hambourg à la fin septembre, en collaboration d'ailleurs avec la CICAE. On met aussi beaucoup l'accent sur l'expérimentation. Donc on accompagne certes le développement de projets comme tout incubateur, mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir faire en sorte que les salles de cinéma, ainsi que d'autres lieux culturels, intègrent vraiment l'innovation, non plus comme une réponse à la crise, mais vraiment dans leur pratique, au sein de leurs équipes et dans leur mentalité. Donc on leur propose d'expérimenter sur site les projets qu'on a accompagnés. Voilà, donc ça à l'échelle européenne. Et est-ce que vous avez l'impression que sont concernés par ces demandes et ces envies plutôt des gros cinémas ou des salles, même des salles indépendantes, les salles à réessai vont se tourner vers vous pour ces programmes-là ? Alors, historiquement, nous, on a toujours beaucoup travaillé sur les salles à réessai indépendantes d'une manière générale. On n'est absolument pas fermé à quelque typologie de salles que ce soit. Et d'ailleurs, on est même au contraire ouvert puisqu'on a une thématique désormais très nette qui est une thématique transsectorielle. C'est-à-dire qu'on cherche, nous, à accompagner des projets qui s'inspirent des innovations pensées dans d'autres secteurs culturels et qui peuvent être transférées au cinéma aussi dans une logique de durabilité, tout simplement, ou des projets qui vont croiser des pratiques. Donc on a des projets qui viennent de la musique et qui arrivent au cinéma, des projets qui sont pensés pour le cinéma mais qui pourraient s'adapter au musée, etc. Donc on accueille aussi des lieux qui ne sont pas des salles de cinéma. Et ces innovations, elles sont évidemment pour la mise en valeur de ce lieu culturel et ce lieu social qu'est la salle de cinéma. Vous pourriez nous en donner 1 ou 2 exemples ? Oui. Alors, c'est la mise en avant de la salle, mais aussi, pourquoi pas, de la distribution, mais aussi, pourquoi pas, d'autres modes de diffusion. C'est aussi au service du développement des publics ou d'outils professionnels. Donc, c'est très large.
Quelques exemples en matière, par exemple, d'innovation en termes de médiation. On a accompagné un projet qui s'appelle Playful. Ça, c'était notre toute première édition qui a introduit du jeu vidéo dans la salle de cinéma et a notamment formé les salles à la médiation autour du jeu vidéo. On va avoir des projets d'innovation sociale, par exemple l'association Passerelle Ciné à Tours, qui travaille sur la sensibilisation par le cinéma art et essai du travail social. Où ils ont d'ailleurs développé un projet de formation des acteurs sociaux à la médiation au cinéma. On a de l'innovation technologique. Par exemple, on a un projet de l'année dernière qui s'appelle Refractio, qui lui va travailler sur la recherche iconographique par l'extrait, donc a développé tout un moteur de recherche autour de ça. L'an passé aussi, on a eu un projet très rigolo dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle le Moviematon, donc qui est le principe d'un photomaton mais en vidéo. Voilà. Et cette année, on a aussi des projets européens avec des équipes transnationales qui vont de développer du clubbing en salle à comment donner accès à des personnes établies dans des pays censurés à du cinéma indépendant européen, par exemple. Voilà. On aura d'ailleurs réflexion sur le plateau lundi. Il y a en ce moment à Cannes la compétition immersive. Ça aussi, ce sont des choses, des technologies vers lesquelles vous vous tournez ? Tout à fait, tout à fait. Ça fait même partie de nos lignes directrices dans nos appels à projets. Donc on favorise les projets qui s'intéressent à l'immersif. On développe même maintenant, on commence à développer des modules pour que ce soit les porteurs de projets, les porteurs ou porteuses de projets, ainsi que les lieux culturels signifient, comprennent et intègrent des dimensions immersives dans ce qu'ils veulent développer. Parmi tous les projets qu'on a eus, il y en a un qu'on avait incubé en 2024, avec lequel on est allé au-delà de ce qu'on fait d'habitude avec les projets. Donc on est devenu partie prenante dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Traverse, qui est porté par une société qui s'appelle Diversion Cinéma. Et nous avons monté ensemble un consortium. Notre rôle à nous étant d'animer un réseau de salles de cinéma qui vont tester des séances en réalité virtuelle dans la salle. Donc la salle est équipée de 30 masques VR, dispose d'une programmation d'œuvres immersives et les séances commencent à heure fixe. On maintient le son de la salle pour maintenir aussi une expérience collective. Donc tout ça, c'est un très très chouette projet qui a le soutien de France 2030 d'ailleurs et qui sera officiellement lancé. Les premières séances auront lieu fin septembre dans un premier réseau de salles en France. Voilà. En tant que directeur de la photographie, j'imagine que vous vous intéressez de près à ces innovations dans les salles de cinéma ? Oui, c'est assez fascinant. J'avoue qu'il y a plein de termes que je ne connais pas, les clubbing, tout ça, je ne sais pas trop. Mais oui, bien sûr, on est en pleine mutation, donc que vont devenir les salles ? J'avoue que je suis assez intéressé aussi pour savoir comment ça va évoluer. En fait, moi, je trouve que les salles, elles font toujours preuve de beaucoup de dynamisme. Donc, je comprends pas pourquoi on a peur pour leur avenir, puisque ça, on le voit bien. D'ailleurs, elles ont su renouveler des publics, elles arrivent à se transformer, elles travaillent beaucoup la médiation. Enfin, nous, on s'intéresse aux lieux qui ont envie, en fait, et qui le font. Et l'Europe, pour le coup, est très inspirant. Ils ont envie, mais souvent besoin d'un partage d'expérience. C'est aussi l'apport de votre projet. C'est ça. Il y a le rapport à l'innovation. Alors, nous, on le travaille depuis une quinzaine d'années maintenant, dans le cadre d'événements professionnels qu'on organisait, etc. Il a beaucoup évolué. Oui, il y a toujours une forme de technophobie. Il y a toujours une volonté de rester un petit peu dans sa zone de confort. Nous, on est là pour brouiller un petit peu les frontières, les rassurer aussi, offrir un cadre. Donc, on offre à la fois un cadre méthodologique de développement de projet, on offre aussi un cadre méthodologique d'accueil, d'expérimentation. Donc, comment on peut expérimenter à moindre risque, tester des nouvelles choses, trouver des nouveaux publics, ouvrir son esprit et aussi apporter son expertise au développement d'outils, puisqu'en fait, une salle ne peut pas avoir toutes les compétences. On leur demande de savoir tout faire aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Donc, on est là pour donner ce cadre-là. Si on veut plus d'informations, on va directement sur votre site ? Tout à fait. Sur notre site, il y a à peu près tout. On peut nous écrire, on peut nous trouver à Cannes. Et on vous retrouvera à Bruxelles en juin. Tout à fait. On organise un événement. Alors là, on réunit tous nos porteurs de projets. On sera à peu près 80 personnes au Grand Hospice, près de Sainte-Catherine, pour les personnes qui connaissent Bruxelles. Aussi, ça s'inscrit dans le cadre du New European Bauhaus Festival, qui a lieu à Bruxelles aux mêmes dates.
Merci. Et bien maintenant, notre prochaine rubrique, la petite interview. Je suis Bertrand Cocteau, ancien directeur de la programmation des cinémas UGC et 40 festivals de Cannes au compteur. Alors mon premier festival de Cannes, il remonte forcément assez loin, compte tenu des 40 festivals de Cannes. Donc il faut remonter à 1980, où je suis nouvellement engagé par les Artistes Associés, qui est un studio aujourd'hui disparu, fondé par Charlie Chaplin. Et donc ce studio a un film en compétition qui s'appelait Long Riders de Walter Hill, un western de Walter Hill. Et donc je suis convoqué par le directeur de la publicité. À l'époque, on disait publicité et pas marketing. Voilà, les temps changent. Et donc il me dit, voilà, vous allez aller au Festival de Cannes, mais il y a deux choses que je demande. Premièrement, vous allez chercher les frères Carradine, qui faisaient partie du film, et les accompagner jusqu'à leur hôtel, en l'occurrence le Carlton. Et une deuxième chose, surtout, vous voyagez très léger, parce que vous allez récupérer les chambres demeurées vacantes par des équipes de films qui étaient parties. Donc j'ai fait mon premier festival de Cannes, je peux le dire, au Majestic, au Grand Hôtel et au Carlton. Chic, non ? Alors ça, c'est cruel, parce que comme j'en ai fait 40, j'ai de très beaux souvenirs et de nombreux très beaux souvenirs. Je dirais que je garde une émotion particulière pour, en 2018, Gaumont et son président Nicolas Seydoux fêtent la commémoration des 30 ans du Grand Bleu. Et donc ce sera en copie restaurée par André Labouze, directeur technique de Gaumont à l'époque. Ce sera une projection sur la plage, donc dans le cadre du cinéma à la plage. Et donc, ça a été un spectacle fascinant de voir les dauphins, la musique hypnotique d'Éric Serra, les images superbes sous-marines qui s'alliaient avec les vagues, le bruit des vagues derrière. C'était un spectacle extraordinaire, fascinant. Le temps s'était arrêté, on avait l'impression qu'on était dans un autre univers et se garde ce souvenir peut-être encore plus prégnant que les autres. Alors le prix de la CST, c'est une piqûre de rappel. C'est le rappel que aucun film avec des créations originales, des rêves les plus fous, un imaginaire débridé, ne peuvent. Les techniciens sont là pour rendre possible tous les rêves des cinéastes. Et ça doit être martelé de plus en plus, surtout de nos jours. Et tout de suite sur les marches. Gentle Monster de Marie Kreutzer, première fois en compétition pour la réalisatrice. Elle avait reçu le prix de la meilleure performance en catégorie Un certain regard. Son actrice avait reçu le prix de la meilleure performance en catégorie Un certain regard en 2022 pour Corsage. Elle nous présente ce soir un film autour d'un couple pour qui en apparence tout va bien et un jour tout va basculer lors d'une perquisition dans la maison familiale. À la photographie, Judith Kaufmann, qui a tourné en 35 mm pour ce film. Elle a déjà collaboré avec la réalisatrice pour Corsage et à Cannes, elle présentait The Look d'Angelina Macaron en 2011 en catégorie Cannes classique. Première cannoise pour la monteuse, Ulrich Koffler, qui également signait le montage de Corsage, donc première fois en compétition officielle pour la monteuse. Autre film du jour, Soudain, du cinéaste japonais Ryosuke Hamaguchi.
C'est sa 3e fois à Cannes, mais une 3e fois où il avait été notamment remarqué pour Drive My Car, qui était le prix du scénario en 2021. Il s'agit un petit peu comme Histoire parallèle, d'un film étranger tourné en France. Cette fois, on ne s'intéresse pas à l'esprit littéraire, mais aux hôpitaux. Au décor, Mila Preli, qui est la décoratrice des Olympiades, le film de Jacques Audiard, présent en compétition officielle en 2021. Et pour sa première fois, puisque nous parlions des premières fois, pour sa première fois en tant que directeur de la photographie, Alan Guichawa, qui avait été parmi les techniciens de l'équipe du portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, et ainsi que de Une vie violente de Thierry de Peretti. Ilan, des attentes particulières pour ce soir ? Toutes. Non, plus particulièrement Gentle Monster pique vraiment ma curiosité. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, vu que Corsage était déjà très réussi. Est-ce que certains parmi vous auront la chance de voir les films projetés en compétition aujourd'hui ? Je crois pas. Pas aujourd'hui, je crois pas. Non, pour moi non plus, pareil. Donc il faudra se ruer en salle au moment de la sortie de ces 2 films-là. Et en attendant, on vous souhaite un bon festival. Et on vous donne rendez-vous demain, même heure. Ça va nous obliger à regarder les films différemment, c'est-à-dire à les entendre, à les voir, à les respirer en tenant compte de tous ces métiers artistiques qui sont techniques mais aussi artistiques, et justement à regarder ça avec une forme de vigilance. La mise en lumière du travail des artistes techniciens.